Au pied des montagnes de Honshu, le plus grand archipel du Japon, se trouvait un petit village isolé, entouré de forêts denses et de collines enveloppées de brume. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, avec de vieilles maisons en bois et des rizières qui s'étendaient à perte de vue. Les villageois vivaient selon un code de silence non écrit, surtout lorsqu'il s'agissait du vieux puits situé au cœur du village. On disait que le puits était plus ancien que le village lui-même et que personne ne savait vraiment qui l'avait construit. Bien qu'il soit scellé par une lourde pierre, les villageois croyaient qu'il émanait quelque chose de sombre et de malveillant. Un jour, un enfant y était tombé en jouant, et bien qu'il ait été sauvé, il ne prononça plus jamais un mot. Les histoires autour du puits faisaient en partie du folklore local, mais tout le monde savait qu'elles n'étaient pas que des contes pour effrayer les enfants. Une énergie pesante semblait planer autour de lui, surtout pendant les nuits de pleine lune, lorsque les chiens aboyaient sans arrêt vers l'horizon et que les lumières des maisons vacillaient sans raison apparente. Les anciens avertissaient « Ne t'approche pas du puits, ne le regarde pas et ne soulève jamais, jamais la pierre. » Le puits était entouré de pierres couvertes de mousse et de lianes qui semblaient s'étendre comme des doigts vers son centre. Beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'un portail vers le monde des morts. Les plus superstitieux affirmaient entendre des murmures provenant de ces profondeurs, surtout pendant les nuits les plus sombres. Le plus étrange était que l'eau du puits ne se tarissait jamais, quelles que soient les saisons. Cela éveillait la curiosité des voyageurs qui passaient par le village, mais toute tentative d'en apprendre davantage était accueillie par des regards froids et des silences inconfortables. La réponse était toujours la même. Il vaut mieux ne pas savoir. Malgré le mystère, des archives anciennes conservées au temple local mentionnaient le puits. Un parchemin particulièrement ancien décrivait comment, des siècles auparavant, le puits avait été utilisé lors d'un rituel sombre. Personne ne savait exactement ce qui avait été fait, mais les anciens étaient unanimes. Le puits était maudit. Sadako naquit une nuit pluvieuse, la même année où le puits commença à attirer l'attention des étrangers. Dès sa naissance, elle était différente. Ses yeux, d'un brun si profond, semblaient absorber la lumière au lieu de la refléter. À l'âge de 5 ans, elle était déjà capable de prédire de petits événements, comme la perte de récolte d'un voisin ou la naissance d'un enfant. Ses capacités faisaient que les villageois la regardaient avec méfiance, mais aussi avec crainte. Les enfants évitaient de jouer avec elle, et les mères fermaient leurs portes lorsqu'elle passait. Son seul compagnon était son père, un artisan qui fabriquait de petits talismans pour éloigner les mauvais esprits. Sadako semblait comprendre le poids que sa présence faisait peser sur les autres, mais elle ne s'en plaignait jamais. Un jour, alors qu'elle marchait près du puits, elle s'arrêta brusquement et fixa la pierre qui le scellait. « Il attend », dit-elle d'une voix qui résonna comme un murmure glacé. En grandissant, Sadako montra des dons de plus en plus évidents, mais aussi plus troublants pour les villageois. Elle prédisait les tempêtes avec une précision effrayante, retrouvait des objets perdus sans effort, et semblait parfois communiquer avec quelque chose ou quelqu'un que personne d'autre ne voyait. Les villageois évitaient de croiser son chemin, et les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle passait. Pourtant, sa vie était solitaire, limitée à la petite maison qu'elle partageait avec son père. Celui-ci essayait de la protéger de l'hostilité des villageois, mais même lui semblait mal à l'aise lorsqu'elle fixait l'horizon avec un regard étrange ou murmurait des phrases incompréhensibles dans son sommeil.
Une nuit, alors que le vent s'engouffrait dans les fissures de leur maison, Sadako se réveilla en criant. Elle affirma que le puits l'avait appelée. Son père tenta de la calmer, en insistant sur le fait que ce n'était qu'un cauchemar, mais quelque chose dans ses yeux disait le contraire. « Il est vivant », répétait-elle d'une voix rauque, qui ne ressemblait pas à celle d'une enfant. Le comportement de Sadako devint de plus en plus étrange. Elle évitait les zones bien éclairées du village et passait de longues heures seule près du puits, murmurant des mots que personne ne comprenait. Certains enfants, assez courageux pour l'espionner de loin, jurèrent qu'ils l'avaient vue parler à quelqu'un ou quelque chose dans le puits. Les anciens disaient que les pouvoirs de Sadako étaient une malédiction, née de l'eau sombre qui ne s'asséchait jamais. D'autres croyaient qu'elle était la réincarnation d'un esprit inquiet qui habitait le puits. Un après-midi, lors d'une cérémonie au temple, Sadako fit une apparition inattendue. Elle interrompit les moines en poussant un cri qui glaça le sang de tout le village. « Il a faim !» hurla-t-elle, avant de s'effondrer devant tout le monde. À partir de ce jour, les rumeurs sur elle et le puits se multiplièrent. Une nuit de tempête, comme on n'en avait jamais vu, le tonnerre grondait et les éclairs illuminaient le ciel presque sans répit. Sadako disparut de la maison et son père, paniqué, partit à sa recherche. Il la trouva debout, sous la pluie battante, près du puits. Ses mains étaient posées sur la pierre, comme si elle tentait de la déplacer. Il courut vers elle, criant son nom, mais alors qu'il s'approchait, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent glacial souffla du puits, bien que la pierre soit toujours en place, et les bougies dans toutes les maisons du village s'éteignirent d'un coup. Sadako se tourna vers son père, ses yeux brillants d'une lueur sauvage, et dit « C'est l'heure ». Il parvint à l'éloigner du puits, mais à partir de cette nuit, Sadako ne fut plus jamais la même. Le lendemain matin, le village était plongé dans un silence étrange. Les villageois évitaient de sortir de chez eux, craignant qu'un malheur n'arrive. Sadako était introuvable, ni ce jour-là, ni les suivants. Son père, rongé par l'angoisse, organisa des recherches dans tout le village et les environs. Il retourna au puits à plusieurs reprises, criant son nom, mais aucune trace d'elle ne fut trouvée. Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient que Sadako s'était jetée dans le puits pour apaiser l'esprit qui y vivait. D'autres croyaient que le puits l'avait prise, l'avalant pour ne jamais la rendre. Certains pensaient encore qu'elle était vivante, cachée dans la forêt, attendant le bon moment pour revenir. Après une semaine de recherches infructueuses, le père de Sadako s'effondra, physiquement et émotionnellement. Il se retira dans sa maison et ne parla plus jamais à personne. Les villageois commencèrent à éviter encore davantage le puits, convaincus que quelque chose de maléfique rôdait dans ses profondeurs. Quelques jours après la disparition de Sadako, des événements étranges commencèrent à se produire dans le village. Tout d'abord, ce furent les animaux. Les chiens aboyaient sans cesse dans le vide, et les chats disparaissaient sans laisser de traces. Ensuite, vinrent les cauchemars qui tourmentaient les villageois. Tous décrivaient des rêves similaires. Une silhouette aux longs cheveux noirs émergeant du puits, se déplaçant de manière inquiétante, avec des yeux qui semblaient percer l'âme. Pour certains, ces rêves devinrent de plus en plus réels. Une femme jura avoir vu la silhouette de Sadako près du puits en pleine nuit. Une autre affirma avoir entendu une voix d'enfant appelant à l'aide. Mais lorsqu'elle s'approcha, il n'y avait que le silence.
La peur grandit rapidement et les anciens décidèrent de réaliser un rituel pour calmer ce qu'ils croyaient être l'esprit agité de Sadako. Cependant, même les moines hésitaient à s'approcher du puits. « L'énergie ici n'est pas celle d'un simple esprit », déclara le prêtre le plus âgé. « C'est quelque chose de bien plus puissant. » Déterminé à découvrir la vérité, le prêtre commença à examiner les anciens documents du temple. Il trouva un parchemin qui décrivait un rituel réalisé des siècles auparavant, à l'époque où le puits était encore nouveau. Selon le texte, le puits avait été utilisé pour emprisonner une entité qui n'aurait jamais dû exister, un esprit sombre qui menaçait de détruire le village. Le rituel nécessitait un sacrifice humain, une personne devant être jetée dans le puits pour sceller le mal. Si le sceau est brisé, avertissait le parchemin, les ténèbres seront libérées. Le prêtre comprit que l'énergie surnaturelle de Sadako avait peut-être réactivé la connexion avec l'esprit piégé au fond du puits. Il retourna au village pour avertir les habitants, mais ils rejetèrent cette idée. Sadako n'était qu'une enfant, disait-il. Elle ne pouvait pas causer tout cela. Cependant, lorsqu'une autre personne disparut mystérieusement, les villageois furent forcés de reconsidérer. Le puits était bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le prêtre forma un petit groupe de volontaires pour explorer le puits de plus près. Malgré la peur générale, 3 jeunes hommes se portèrent volontaires. Hiroshi, un garçon courageux, Akiko, connu pour sa détermination, et Takeshi, qui avait perdu un cousin dans les événements récents. Armés de cordes, de lanternes et de talismans bénis, ils s'approchèrent du puits à la tombée de la nuit. Retirer la pierre qui scellait le puits fut un défi. Lorsqu'ils y parvinrent enfin, une odeur de moisi et de putréfaction s'échappa des profondeurs. En éclairant l'ouverture avec leurs lanternes, ils virent que la surface de l'eau reflétait la lumière comme un miroir. Mais elle semblait bien plus sombre qu'elle n'aurait dû l'être. L'un d'eux laissa tomber un caillou pour mesurer la profondeur. Ils attendirent, mais aucun bruit ne revint. « C'est trop profond », murmura Takeshi, sa voix tremblante. Le prêtre commença à réciter des prières pendant que le groupe observait le puits avec une inquiétude croissante. Soudain, Akiko cria qu'elle avait vu quelque chose bouger dans l'eau. C'était une ombre indistincte, mais elle était là, les observant. Cette même nuit, l'un des jeunes hommes qui avait accompagné le prêtre commença à agir étrangement. Takeshi affirma qu'il entendait des murmures dans son sommeil et se réveillait au milieu de la nuit, trempé de sueur froide. Le lendemain matin, on le retrouva mort dans son lit. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue, et ses ongles ensanglantés avaient laissé des marques profondes sur le sol, comme s'il avait tenté de s'échapper. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement dans le village, et le lien avec le puits fut immédiatement établi. La peur se transforma en panique, et beaucoup commencèrent à abandonner leur maison. Ceux qui restaient évitaient toute mention du puits, mais les cauchemars et les murmures ne cessaient de les tourmenter. Le prêtre, désormais rongé par la culpabilité, se retira dans le temple pour chercher des réponses. Dans un parchemin ancien, il découvrit une vérité terrifiante. Le puits ne peut être scellé à nouveau que par celui qui porte l'essence de la malédiction en lui. Il comprit que Sadako était la clé. Au cours d'une nouvelle recherche près du puits, le père de Sadako trouva quelque chose d'inattendu. Un petit journal enveloppé dans des chiffons sales, partiellement enterré dans la terre. C'était le journal de Sadako, rempli de dessins troublants,
et de mots incohérents. Les dessins montraient des silhouettes humaines déformées, tombant dans le puits, tandis que des mains noires les agrippaient. Parmi les mots épars, une phrase revenait encore et encore. « Il ne cesse jamais d'appeler ». Le journal révéla également que Sadako savait depuis longtemps que quelque chose vivait dans le puits, quelque chose qu'il appelait depuis qu'elle était enfant. En lisant ces mots, le père de Sadako comprit enfin le poids que sa fille avait porté pendant des années. Il jura de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la sauver et mettre fin aux souffrances du village, même si cela signifiait affronter seul le puits. Malgré la peur croissante, un petit groupe de jeunes courageux décida qu'ils ne pouvaient plus ignorer le danger. Parmi eux se trouvaient Hiroshi, Akiko et 2 autres villageois. Ils pensaient qu'ensemble, ils pourraient découvrir la vérité et affronter ce qui se trouvait au fond du puits. Munis de lanternes, de cordes et de talismans bénis par le prêtre, ils s'approchèrent du puits à la nuit tombée. En retirant à nouveau la pierre qui le scellait, la même odeur fétide remplit l'air, et l'obscurité qui en émanait semblait plus oppressante que jamais. Ils décidèrent que Takeshi serait descendu avec une corde pour explorer le fond, tandis que les autres tiendraient fermement l'autre extrémité. Avant de commencer, ils récitèrent une courte prière. Takeshi prit une profonde inspiration et commença sa descente dans les ténèbres. Alors que Takeshi descendait lentement, la lumière de sa lanterne illuminait les parois du puits. Elles étaient couvertes de mousse, mais il remarqua aussi des gravures anciennes, des symboles inscrits dans la pierre. La corde grinçait sous son poids et chaque son semblait résonner à l'infini dans la profondeur. Lorsqu'il approcha de la surface de l'eau, l'atmosphère changea soudainement. Une froideur pénétrante l'enveloppa et les ombres sur les parois commencèrent à vaciller. Puis il entendit des voix, d'abord faibles, comme des murmures, mais elles devinrent rapidement plus fortes et plus chaotiques, remplissant son esprit de mots incompréhensibles. « Remontez-moi » cria-t-il, pris de panique. Alors que le groupe tirait désespérément sur la corde, l'eau en dessous de lui commença à bouillonner violemment. Une main pâle et allongée surgit des profondeurs et agrippa sa cheville. Takeshi hurla de terreur, tandis qu'une force invisible tentait de l'entraîner vers le bas. Ses amis tiraient de toute leur force, et après un combat acharné, ils parvinrent finalement à le ramener à la surface. Takeshi tremblait de tout son corps. Son visage était livide, et ses yeux reflétaient une peur indescriptible. « Il y a quelque chose là-dessous » murmura-t-il. « Quelque chose qui ne devrait pas exister. » Après cette rencontre terrifiante, le groupe retourna au village, bouleversé, mais vivant. Cependant, Takeshi semblait profondément marqué. Il ne parlait presque plus et passait la plupart de son temps à fixer le vide. Sa peau devint plus pâle et ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient désormais vides. Hiroshi et Akiko rapportèrent au prêtre ce qu'ils avaient en vue. Ils décrivirent les symboles gravés sur les murs du puits et le mouvement chaotique de l'eau. Le prêtre compara leurs récits aux anciens parchemins et arriva à une conclusion effrayante. Le puits n'était pas simplement maudit, il était un portail, un endroit où le monde des vivants et celui des morts se rejoignaient. Pendant ce temps, l'état de Takeshi continuait de se détériorer. Il se mit à murmurer des mots étranges dans son sommeil et à avoir des cauchemars où il criait le nom de Sadako. Hiroshi et Akiko craignaient que Takeshi soit lentement consumé par la force qui résidait dans le puits. Le prêtre savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait.
Il organisa un rituel de purification dans le temple, dans l'espoir de sauver Takeshi et d'apaiser l'esprit lié au puits. Les villageois, désespérés, assistèrent au rituel malgré leur peur grandissante. Takeshi fut placé au centre d'un cercle de bougies, tandis que le prêtre récitait d'anciens mantras et brandissait des talismans sacrés. Pendant un bref instant, le rituel sembla fonctionner. Takeshi respira plus calmement et son visage perdit l'expression de terreur qui l'avait marqué. Mais alors, l'atmosphère changea brusquement. Une ombre sombre apparut sur les murs du temple, se contorsionnant d'une manière inhumaine. Takeshi commença à crier, mais sa voix se mêla à une autre, plus profonde et gutturale, qui résonna dans toute la pièce. Les bougies s'éteignirent une à une, et une force invisible projeta les villageois contre les murs du temple. Lorsque la lumière revint, Takeshi gisait immobile au sol. Il n'avait pas survécu. Le rituel avait échoué, et la présence du puits semblait plus puissante que jamais. Cette nuit-là, après l'échec du rituel, le village fut plongé dans une série d'événements encore plus troublants. Les fenêtres claquaient violemment, les miroirs reflétaient des images déformées, et des ombres semblaient se bouger d'elles-mêmes dans les maisons. Plusieurs habitants affirmèrent avoir vu Sadako marcher dans les rues, ses cheveux trempés couvrant partiellement son visage. Un pêcheur, rentrant tard chez lui, jura qu'elle lui était apparue. Avec une voix faible, elle lui dit « Il ne s'arrêtera pas tant que je ne reviendrai pas. » Le lendemain, le pêcheur disparut et son bateau fut retrouvé dérivant sur la rivière. Le père de Sadako comprit que sa fille essayait de lui transmettre un message. Déterminé, il se rendit une fois de plus au puits, cette fois avec son journal à la main. Il s'agenouilla devant le puits et lut chaque page à haute voix, récitant les pensées et les peurs de Sadako comme une prière adressée à son esprit. Quand il eut fini, la surface de l'eau commença à bouillonner. Lentement, une silhouette émergea des profondeurs, enveloppée d'ombre et de cheveux noirs comme la nuit. C'était Sadako, mais son visage était pâle, et ses yeux semblaient aussi profonds que le puits lui-même. Le père de Sadako tenta de lui parler, mais la silhouette resta silencieuse. Elle tendit une main glaciale et toucha son front. En un instant, une vague de vision le submergea. Il vit le village en flammes, les visages des villageois tordus par la douleur, et le puits ouvert, laissant échapper une obscurité gigantesque qui engloutissait tout sur son passage. Lorsque les visions prirent fin, Sadako disparut, laissant son père à genoux, tremblant et haletant. Il savait maintenant que le temps était compté pour le village. Si rien n'était fait rapidement, les terribles événements qu'il avait vus se réaliseraient. Le prêtre et les derniers villageois se réunirent pour discuter des prochaines étapes. Ils réalisèrent qu'ils faisaient face à une force ancienne, bien plus puissante que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le père de Sadako partagea les révélations effrayantes du journal de sa fille avec le prêtre et les villageois restants. Sadako savait depuis longtemps qu'il y avait quelque chose de piégé au fond du puits, une entité maléfique scellée des siècles auparavant. Depuis son plus jeune âge, cette présence lui avait murmuré des mots, l'attirant inexorablement vers le puits. Dans sa dernière entrée, elle raconta ce qui s'était réellement passé lors de cette nuit de tempête. Le puits l'avait appelée avec une force irrésistible, lui promettant réconfort et libération de sa solitude. Lorsqu'elle posa la main sur la pierre, une voix douce mais inquiétante lui promit la paix. Mais lorsqu'elle tenta de fuir, une force invisible l'entraîna dans les profondeurs.
Sadako n'était pas complètement morte. Son âme était emprisonnée entre deux mondes, engagée dans une lutte constante contre l'entité qui voulait l'utiliser pour s'échapper. Son père comprit que son esprit se battait pour protéger le village, malgré son propre emprisonnement. Le prêtre conclut que la seule façon de sauver le village était de sceller définitivement le puits, comme cela avait été fait autrefois. Cependant, cela nécessiterait un sacrifice humain pour que l'entité reste enfermée à jamais. Le père de Sadako se porta volontaire. « C'est ma fille. Je l'ai amenée dans ce monde, et c'est mon devoir de réparer cela. » Le prêtre tenta de le dissuader, mais l'homme était déterminé. Il savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Un dernier rituel fut préparé. Des bougies et des talismans furent placés autour du puits, formant un cercle sacré, et les quelques villageois restants observèrent de loin, silencieux et pleins de crainte. Sadako's père se prépara à descendre dans le puits, portant avec lui des offrandes sacrées. Avant de partir, il murmura une dernière prière pour sa fille et pour le village. Lorsque son pied toucha l'eau, le puits se mit à trembler. La surface noire bouillonna violemment et un épais brouillard sombre s'éleva, enveloppant tout. Alors que le père de Sadako descendait lentement dans le puits, le brouillard sombre se tordait autour de lui et les murmures s'intensifiaient, devenant presque des cris. Pendant ce temps, une silhouette émergea du puits. Ce n'était pas Sadako, mais une version monstrueuse d'elle. Une créature grotesque, ses cheveux emmêlés couvrant un visage pâle et déformé, avec des membres anormalement longs et tordus. La créature s'avança vers les villageois, mais une force invisible semblait la retenir. Le prêtre, tenant un parchemin sacré, commença à réciter des prières anciennes. Sa voix tremblait, mais il ne s'arrêta pas. La créature poussa un hurlement si perçant que le sol trembla sous leurs pieds. « Vous ne pouvez pas m'arrêter » rugit-elle. Du fond du puits, la voix de Sadako résonna clairement, forte et déterminée. « Retourne là d'où tu viens. » La créature lutta, mais une puissance invisible la tira vers les profondeurs. Elle poussa un dernier cri déchirant avant de disparaître, et la pierre qui scellait le puits se referma, comme poussée par une force mystérieuse. Avec le puits scellé une nouvelle fois, le prêtre examina de nouveau les anciens parchemins et découvrit un détail crucial qu'il avait manqué. Des générations auparavant, un des anciens chefs du village avait tenté de manipuler la puissance du puits pour son propre bénéfice. En accomplissant un rituel incomplet, il avait affaibli le sceau originel. Bien qu'un sacrifice ultérieur ait contenu l'entité temporairement, le dommage était fait. Le puits était devenu un portail instable, toujours prêt à se rouvrir. La connexion de Sadako au puits n'était pas une coïncidence. Son lien de sang avec ce chef ancestral avait scellé son destin dès sa naissance. Elle était inévitablement liée aux ténèbres qui résidaient au fond. Même après que le puits fut scellé, certains villageois affirmèrent qu'ils ressentaient encore sa présence. Les nuits silencieuses, on entendait parfois des bruits étouffés, comme des pleurs lointains ou des gémissements. D'autres disaient avoir aperçu des ombres près du puits, même lorsque personne ne s'y trouvait. Avant de quitter définitivement le village, Akiko déposa une fleur blanche sur le puits, un symbole de paix. Lorsqu'elle le fit, un frisson glacé parcourut son échine, mais elle entendit aussi un murmure doux qui disait « Merci ». La plupart des habitants restants quittèrent le village. Personne ne voulait vivre à proximité d'un lieu imprégné de tant de douleur et de ténèbres. Au fil des années,
Le village tomba dans l'oubli, et le puits devint une légende. Ceux qui osaient s'en approcher parlaient d'une énergie étrange qui l'entourait. Certains affirmaient entendre des voix, tandis que d'autres rapportaient avoir vu des reflets troublants dans l'eau sombre. Le plus inquiétant, cependant, était la manière dont l'histoire de Sadako et du puits maudit se répandait bien au-delà du village. Ceux qui écoutaient la légende commençaient à faire des cauchemars similaires à ceux des villageois, comme si la malédiction se transmettait à travers les mots. Aujourd'hui, l'endroit où se trouvait le village est envahi par la végétation et oublié du monde. Pourtant, le puits demeure, dissimulé parmi des arbres qui semblent le protéger du reste de l'humanité. Ceux qui osent s'en approcher disent ressentir une présence inquiétante. Ils entendent des murmures, voient des ombres fugitives ou ressentent un froid inexplicable. Bien que beaucoup croient que le mal du puits a été définitivement scellé, d'autres pensent qu'il attend simplement son moment pour revenir. Et ainsi, la légende de Sadako et du puits maudit continue de hanter ceux qui osent s'en souvenir.